Bonjour et bienvenue dans la série Algèbre et applications. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la modélisation de la transmission MIMO et à son lien avec les algèbres à division de dimension finie. Un des buts de cet exposé est d'attirer l'attention d'un large public de mathématiciens et de jeunes chercheurs sur l'application relativement récente des algèbres à division à la communication sans fil. En fait, l'application intervient dans le cadre des communications impliquant plusieurs antennes à la transmission et à la réception. Un contexte connu en ingénierie par la communication MIMO, abréviation de multiples entrées, multiples sorties en anglais. En effet, l'intégration des applications multimédia dans les systèmes sans fil, ainsi que le développement de l'Internet mobile, entraîne le besoin de haut débit pour le transfert des données. Ainsi, la présence d'obstacles dans l'environnement, tels que les bâtiments, provoque une atténuation des signaux dans les transmissions sans fil. De plus, les signaux sont réfléchis plusieurs fois et interfèrent les uns avec les autres, comme le schéma propose de le prouver. Parmi les problèmes dont souffrent les systèmes sans fil, il y a l'évanouissement du signal, les multitrajets et le fait que le spectre radio est limité. Ces problèmes ont attiré l'attention des opérateurs de télécommunications et une des solutions adoptées est l'usage des systèmes à antennes multiples à l'émission comme à la réception. Voici un schéma d'un système utilisant deux antennes à l'émission et deux antennes à la réception. Pourquoi la transmission MIMO? L'intérêt pour la transmission MIMO a commencé avec des travaux parus en 1998 et où il a été établi que la transmission sans fil MIMO pouvait être utilisée à la fois pour réduire la probabilité d'erreur, mais aussi pour augmenter la quantité d'informations transmises. De plus, la transmission MIMO ne nécessite ni ressources supplémentaires sous la forme d'une plus grande tranche de spectre radioélectrique, ni puissance de transmission accrue. La transmission sans fil utilisant la technique MIMO utilise plusieurs canaux de transmission simultanément. De même qu'un signal transmis par une antenne peut être récupéré par plusieurs antennes de réception simultanément. Une antenne de réception peut recevoir des signaux multiples simultanément de plusieurs antennes de transmission. Et une antenne peut transmettre des signaux multiples à une seule antenne de réception par unité de temps. Le parcours du signal à partir de n'importe quelle antenne d'émission à une antenne de réception est différent de la route empruntée par le signal de n'importe quelle autre paire, antenne de transmission, antenne de réception. Donc, si l'usage de plusieurs antennes à l'émission et ou à la réception entraîne la transformation de plus d'informations par unité de temps, il entraîne aussi l'augmentation de la précision et ou la vitesse de transmission, la question clé est de savoir comment traduire les données à envoyer en signaux pour chaque antenne pour transmettre de manière telle que le récepteur sera en mesure de récupérer les données d'origine et de manière aussi à maximiser à la fois la précision et la vitesse de transmission. Voyons d'abord comment les informations envoyées par un système de transmission MIMO atteignent le récepteur. Une antenne d'émission durant une unité de temps
envoie un signal qui peut être représenté par un nombre complexe petit x dans C. Le signal, au cours de son trajet, a une antenne de réception et subira une distorsion qui peut être modélisée par sa multiplication par un nombre complexe petit h qui est appelé le coefficient d'évanouissement. De plus, l'antenne de réception va ramasser un peu de bruit qui est modélisé par l'ajout d'un nombre complexe petit z. Ainsi, si le signal émis est désigné par petit x, le signal récupéré est donc petit y égale à h fois petit x plus petit z. Supposons qu'il y a NE antennes d'émission qui transmettent simultanément à une seule antenne de réception. Notons xj, le complexe représentant le signal envoyé par l'antenne j, ceci pour tout j compris entre 1 et NE, le nombre d'antennes d'émission. Alors, étant donné qu'elles émettent simultanément, chacune de ces antennes contribue au signal détecté par l'antenne de réception. Notons petit h indice j, le coefficient d'évanouissement entre l'antenne d'émission j et l'antenne de réception. Alors, le signal y récupéré par l'antenne de réception sera donc une combinaison linéaire de ces nombres complexes, plus un peu de bruit récupéré au niveau de l'antenne de réception. Ainsi, petit y est égal à h1x1 plus h2x2 jusqu'à plus h indice ne x indice ne plus petit z. Si nous avons maintenant NR antennes de réception, alors chaque antenne de réception I recevra un signal YI, tel que si les coefficients d'évanouissement correspondant au trajet entre l'antenne d'émission J et l'antenne de réception I est noté H indice IJ, bien sûr I variant entre 1 et le nombre d'antennes de réception et J variant entre 1 et le nombre d'antennes d'émission, et si le bruit au niveau du récepteur I est désigné par Z indice I, alors YI est égal à HI1 S1 plus HI2 S2, ainsi de suite, plus HI NE S indice NE plus ZI. Nous pouvons alors considérer le canal comme un tout en exprimant ces NR équations comme une unique équation matricielle qui sera donc de la forme Y, la matrice unicolonne dont les coefficients sont les YI, est égale au produit de la matrice H bas la matrice unicolonne X dont les coefficients sont les signaux envoyés par les différentes antennes d'émission, plus grand Z dont les coefficients sont les bruits ramassés au niveau des différentes antennes de réception. L'autre élément essentiel des codes blocs espace-temps pourrait être appelé la diversité temporelle. Comme dans un bloc de code ordinaire, nous supposerons que le temps est discret, chaque unité de temps. Ce que l'on entend par unité de temps, c'est le temps de cohérence, c'est-à-dire le temps pendant lequel les coefficients du canal restent constants. Si nous supposons que cette unité est subdivisée en un nombre d'intervalles U, supposons aussi que H est indépendant de X et de Z. Nous laissons chaque antenne d'émission synchronisée avec les autres envoyer une chaîne de U nombre complexe par unité de temps, un nombre complexe au cours de chaque intervalle. Ainsi, à chaque instant t du bloc 1, 2 jusqu'à U, on a, premièrement, la jème antenne d'émission, pour J compris entre 1 et NE, le nombre d'antennes d'émission, envoie un symbole XJT. De plus, la ième antenne de réception, pour I compris entre 1 et réception, c'est NR et non NE, recevra un symbole YIT égale HI1
indice ou exposant t fois x1t plus jusqu'à hi ne xnet plus zi. Nous supposons que le canal est quasi statique. Ceci est équivalent à dire que les hij ne dépendent pas de t et donc les hij sont tous égaux pour tout t compris entre 1 et u et sera donc noté tout simplement h indice ij sans l'exposant t entre parenthèses. Notons grand Y indice petit t, la transposée de la matrice ayant une seule ligne et dont les coefficients sont les signaux reçus par les différentes antennes de réception à l'instant t. De même que, désignant par grand X indice petit t, la transposée de la matrice ayant une ligne et dont les coefficients sont les différents symboles envoyés par les différentes antennes d'émission à l'instant t. De même que, notons Z indice t, la transposée de la matrice qui a une seule ligne et dont les coefficients sont les différents bruits récupérés aux différentes antennes de réception à l'instant t. Ainsi, yt est égal à grand H fois xt plus zt, H étant la matrice des différents coefficients d'évanouissement. On peut alors rassembler ces équations en une seule équation matricielle, y égale grand H fois grand X plus grand Z. Quand Y est une matrice qui a NR lignes et U colonnes, dans laquelle YIT représente le signal récupéré par l'antenne I au moment T. La matrice canal grand H a des dimensions NR fois NE, comme avant. Grand X est une matrice qui a NE lignes et U colonnes, et XJT, symbole envoyé par l'antenne J au moment T. La matrice grand Z des bruits à la réception est elle de dimension NR fois grand U. Plus précisément, l'équation matricielle grand Y égale grand H grand X plus grand Z a la forme suivante. Voici. Donc, Y est une matrice rectangulaire qui a NR ligne et U colonne. Grand H est une matrice rectangulaire qui a NR ligne et NE colonne. Quant à grand X est une matrice qui a NE ligne et U colonne. Et grand Z est une matrice rectangulaire qui a NR ligne et U colonne. Dans ce genre de transmission, on a donc les mots de code sont des matrices X que nous envoyons et seront de type NE fois grand U. NE, le nombre d'antennes de transmission, et U, c'est le nombre d'émissions de signaux dans une unité de temps. Et un mot de code donc, est une matrice grand X de type NE fois U, où le coefficient XJT est le signal envoyé par l'antenne d'émission numéro J à l'instant T. Dans la pratique, nous choisissons U égale 1, U égale NE afin que nos matrices de code soient carrées. Voici un schéma d'un exemple de transmission utilisant la technique MIMO correspondant à deux antennes d'émission et deux antennes à la réception. Voici les XIT, signal émis par l'émettrice I à l'instant T, YIT, signal récupéré par l'antenne de réception J à l'instant T, les H et J, les coefficients d'évanouissement correspondant au trajet liant l'antenne de réception I à l'antenne d'émission J, les H et J, sont donc indépendants et identiquement distribués, d'où les matrices grand X, grand H, grand Z et grand Y. Pour décoder donc, le récepteur doit décider quelle matrice dans le dictionnaire, c'est-à-dire dans le code, des matrices NE fois U est la plus susceptible d'avoir produit la matrice Y qu'elle a effectivement récupérée. Pour ceci, si on note P entre parenthèses X flèche
X chapeau, la probabilité que le récepteur décode le bloc X chapeau alors que le bloc X a été transmis, eh bien, la tâche d'un code est de retrouver une matrice XR dans le code la plus proche d'une matrice X envoyée, connaissant la matrice Y récupérée, avec bien sûr des performances fixées, rapidité, capacité de correction. Pour ceci, il faut donc minimiser cette probabilité pour toutes les paires possibles des mots du code. Dans le cas où le nombre des matrices d'émission est égal au nombre de symboles émis par unité de temps, la matrice X des signaux transmis par les NE antennes de transmission dans les U intervalles de temps est une matrice carrée. Et du problème de minimiser cette probabilité pour toutes les paires possibles des mots de code dérivent deux critères. Critère du grand et critère du déterminant. Ce problème revient à trouver une famille C de matrices d'ordre NE croix NE telle que le déterminant de la différence de deux matrices différentes quelconque choisi dans le code doit être toujours différent de 0. De même que le module, ou bien le carré du module de la différence de deux matrices quelconque différentes choisies dans le code doit être toujours plus grand ou égal à une constante donnée. D'où on va donner la définition suivante. Un bon code bloc espace-temps, abrégé en STBC, abréviation de l'appellation en anglais Space Time Block Code, sur un alphabet U est un sous-ensemble C de matrices carrées à coefficient dans U tel que deux conditions. Pour tout choix de deux matrices différentes de C, le déterminant de la différence de ces deux matrices doit être différent de 0. Deuxième condition, le minimum du déterminant de la différence de deux matrices choisies dans C d'une manière que ces deux matrices soient différentes, soit le plus grand possible. Un bloc code espace-temps sur un alphabet U est un sous-ensemble C de matrices carrées à coefficient dans U, et donc tel que, pour tout choix de deux matrices différentes dans le code, le déterminant de la différence doit être différent de 0. Un tel code, ou bien une telle partie C est dit, vérifie le critère du déterminant. Donc, il est bon de choisir C comme une partie d'une algèbre de matrices qui soit aussi à division, car en effet, si on a une famille C de matrices d'ordre NE telle que C est inclus dans une algèbre à division D de matrices à coefficient dans U, alors, bien sûr, pour tout choix de deux matrices, élément de C, C qui est une partie d'une algèbre à division, eh bien, la différence de ces deux matrices sera égale à une matrice, mais qui est dans cette algèbre à division. Et donc, le déterminant de ce Z sera différent de 0. Maintenant, voici la définition de bon linear code. Un bon linear code bloc espace-temps sur un corps F de longueur n carré est un sous-espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n sur F tel que il suffit de le choisir pour tout élément de ce code, le déterminant de x est différent de 0. Et la deuxième condition, à cause de la linéarité, va se traduire par le minimum des déterminants des éléments du code pour les éléments non nuls est le plus grand possible. Remarque, donc il est bon de choisir C, un sous-espace vectoriel de matrice carrée d'ordre n sur F inclus dans une F algèbre à division de matrice d'ordre n. D'où l'intérêt de construction d'algèbre à division d'une part et de plongement d'algèbre à division dans une algèbre de matrice carrée. Eh bien alors, le premier qui a conçu ce problème de matrice satisfaisant le critère du déterminant est le professeur Sundar Rajan en 2001, professeur d'ingénierie de la communication à l'Institut indien des sciences, qui a
présenter le problème de la conception de matrices satisfaisant le critère du déterminant. Lui, professeur d'antécédents algébriques, il a pu facilement reconnaître que des matrices issues de l'identification des corps ou d'algèbre à division peuvent être utilisées pour résoudre ce problème. Étant donné un corps F, on appelle F algèbre à gauche, respectivement à droite, ou encore une algèbre à gauche sur F ou algèbre à droite sur F, c'est un anneau tel que la structure additive de l'anneau est munie d'une structure de F espace vectoriel à gauche s'il s'agit de la division d'une F algèbre à gauche, ou encore la structure additive de cet anneau est munie d'une structure de F espace vectoriel à droite s'il s'agit de la définition d'une F algèbre à droite. De plus, cette structure de espace vectoriel doit satisfaire la condition suivante. Pour tout choix d'éléments de F et pour tout choix de deux éléments de grand A, alors la multiplication d'espace vectoriel de lambda par le produit des deux éléments choisis dans grand A doit être égale au produit de la multiplication de lambda par A et de B. Et de même, il doit être égal au produit de A par la multiplication de lambda et de petit b. Alors, dans toute la suite, les F algèbres considérés seront à gauche, sauf bien sûr mention du contraire. De sa définition, voici trois conséquences. La première, c'est que l'application de grand F dans grand A, qui consiste à envoyer un élément de F sur la multiplication de lambda par l'élément de la multiplication de grand A, est un homomorphisme d'anneau injectif. Deuxième conséquence, c'est que l'image de F par cette application phi ou bien par cet homomorphisme d'anneau, c'est-à-dire l'ensemble noté F fois 1 de A formé par les éléments ou bien formé par les images des éléments de grand F, eh bien, c'est un corps isomorphe à F. Troisième condition, si ce corps F fois 1 de A est inclus dans Z de A, du fait que F est isomorphe à F fois 1 de A, on va se permettre l'abus de langage de dire que c'est F qui est inclus dans le centre de A. Voici maintenant quelques définitions liées à la notion d'algèbre à division. Premièrement, qu'appelle-t-on algèbre à division ou algèbre à division sur F? Premièrement, qu'appelle-t-on une F algèbre à division ou algèbre à division sur F? Eh bien, c'est une F algèbre dont sa structure d'anneau est un anneau à division. De même qu'on dira, ou bien de même, on appellera F algèbre à division centrale une F algèbre à division D telle que F est isomorphe au centre de D. Troisième définition, une F algèbre à division est dite de dimension finie si sa structure de F algèbre, si sa structure de F espace vectoriel est un espace vectoriel de dimension finie. Voici quelques exemples pour illustrer ces trois définitions. Le corps de Hamilton, grand H, est une F algèbre à division de dimension 4. Deuxième exemple, pour tout anneau à division D. D peut être considéré comme une Z de D algèbre à division centrale. En fait, on a vu, ou bien il peut facilement être démontré que le centre d'un anneau à division est un corps, et donc on peut parler de ZD algèbre à division. D est une algèbre à division pour tout sous-corps F de Z de D. De même que pour tout sous-corps F de Z de D, tel que la dimension du F espace vectoriel D est finie, on a D est une F algèbre à division de dimension finie. Voici maintenant la définition de plongement de deux F algèbres. Étant donné un corps F et deux F algèbres A et B, on l'appelle plongement de l'algèbre A dans l'algèbre B, un homomorphisme de F algèbre injectif, c'est-à-dire homomorphisme d'anneau et homomorphisme de F espace vectoriel. Voici un exemple de plongement, soit D une F algèbre simple.
ou encore les seuls idiots bilatères de D sont 0 et D, alors pour tout corps L tel que L contient F et inclus dans D, D a une structure de L espace vectoriel à droite, et si cette structure est de dimension petit r, alors D peut s'identifier à une sous-algèbre de la F-algèbre des matrices qui ont R', R' et un coefficient dans L via le F-homomorphisme d'algèbre injectif suivant. C'est-à-dire que D peut se plonger dans cette algèbre de matrice M indice R de grand L via le homomorphisme injectif suivant. Phi indice L, B. Il s'agit de l'application qui va de D dans cette algèbre de matrice qui, à petit d de grand D, lui associe la matrice associée à l'endomorphisme G indice petit d relativement à la base B. Qu'est-ce que c'est que l'endomorphisme G indice petit d? L'endomorphisme G indice D, c'est un endomorphisme du L espace vectoriel D qui consiste à chaque petit x de D lui associe D fois x, c'est-à-dire la multiplication de x du côté gauche. Eh bien, un homomorphisme de F algèbre injectif. Et donc, c'est bien un plongement de D dans cette algèbre de matrice à coefficient dans L et dans les matrices ayant R' et R'. Alors, quel est le lien entre algèbre à division et transmission MIMO et le plongement des F-algèbres? En effet, étant donné une F-algèbre à D qui est à division centrale, si on considère un sous-corps L de D contenant F, et supposons qu'on ait un homomorphisme non nul de D dans une algèbre de matrice à coefficient dans L, algèbre de matrice carrée ayant un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes égal à petit n étant un nombre fixé, alors dans ce cas-là, toutes les images par phi des éléments de D dans ML seront inversibles. Et par suite, tout ce ensemble de phi de D peut être utilisé comme un code STBC à alphabet dans L pour un système MIMO utilisant n antennes d'émission et qui transmet n signaux par unité de temps. D'où le besoin de trouver des méthodes de plonger une algèbre à division dans une algèbre de matrice carrée. Proposition. Étant donné une F-algèbre à division de dimension finie, alors pour tout corps compris entre grand F et grand D, et si la dimension du L espace vectoriel D est égale à petit r, alors notre algèbre à division D peut être identifiée à une sous-algèbre de la F-algèbre des matrices M indice R de L. Et ceci via le F-homomorphisme d'algèbre injective qui consiste à associer à chaque élément de grand D la matrice associée à l'endomorphisme G indice petit d relativement à une base B fixée du L espace vectoriel D. Toujours, l'endomorphisme G indice petit d, c'est celui du L espace vectoriel D qui consiste à chaque élément x de D associe D fois petit x. Eh bien, la preuve de cette proposition est esquissée de la manière suivante. Soit D une F algèbre à division de dimension finie, et considérons l'endomorphisme G indice petit d, et considérons l'endomorphisme G indice petit d comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui est associé à x D fois petit x, eh bien cet endomorphisme est un élément, eh bien c'est bien un endomorphisme du L espace vectoriel D. De plus, l'application phi qui consiste à chaque élément de petit d associe l'endomorphisme G indice petit d est bien injectif, car D est un anneau simple. Soit maintenant B une base fixée du L espace vectoriel à droite D, alors si petit m est la dimension de D sur F, qui est D
donc égal, qui est donc égal à R fois la dimension de L sur F. Maintenant, considérons la composition de F morphisme d'algèbre phi défini ci-dessus avec l'isomorphisme d'anneau et de F espace vectoriel. Notez ici psi indice B. Notez ici psi indice B entre l'anneau des endomorphismes de l'espace vectoriel LD et l'anneau des matrices à coefficient grand L ayant R' et N colonnes. Ce sont, en plus de deux anneaux, ce sont même des F-algèbres. Cette application, psi indice B, eh bien, elle aussi est un homomorphisme de F-algèbre. Et par suite, phi indice DL, par suite, la composition de ces deux F morphismes d'algèbre, c'est-à-dire de phi et de psi indice B, donne l'homomorphisme phi indice DL qui consiste à associer à chaque élément petit d la matrice associée à l'endomorphisme G indice petit d relativement à la base qu'on s'est fixé la base du L espace vectoriel D. Et c'est bien un homomorphisme d'algèbre injectif, ce qui clôture la preuve de la proposition. Bien, soit D, maintenant une F algèbre à division de dimension finie. Alors pour tout corps compris entre F et D, et tel que la dimension du L espace vectoriel D est égale à l'entier petit r, alors ce D peut s'identifier à une sous-algèbre de la F-algèbre des matrices MR de L via le homomorphisme qu'on a cité tout à l'heure. Alors, ceci va nous entraîner que toutes les images par cet homomorphisme phi indice LB dans cette F-algèbre de matrice seront inversibles. Et donc, pour tout sous-ensemble de phi indice LB de cette algèbre à division D, qui est donc bien une algèbre à division, inclus dans cette algèbre de matrice carrée d'ordre R et à coefficient dans L, peut être utilisé comme un code STBC à alphabet dans L et qui utilise R antenne à la transmission et qui envoie R signaux par unité de temps. Un cas particulier de celui-ci est le cas où L est égal à grand F. Donc si on a une F algèbre à division D de dimension finie, alors on obtient un plongement de D dans l'ensemble des matrices ayant le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes et c'est la dimension de D sur F à coefficient dans F. Et donc D va s'identifier à une sous-algèbre de la F-algèbre des matrices M indice dimension de D sur F à coefficient dans F via l'homomorphisme phi indice grand F B, d'où toutes les images par ce phi indice F de B dans cette algèbre de matrice seront inversibles. Et par la suite, tout sous-ensemble de phi indice FB de D peut être utilisé comme un code STBC à alphabet maintenant dans grand F et pour un système de transmission qui utilise un nombre d'antennes égal à la dimension de D sur F et qui transmet un nombre de signaux par unité du temps égal à la dimension de D sur F. Voici maintenant quelques références qu'on a utilisées pour préparer cette vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt.